Bienvenue dans cet nouvel épisode de Les Ardeusiens. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher plein de commentaires. Pour cet épisode, je suis avec Lino. Salut Bob, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci mon cher Lino. Et nous avons un invité de marque, Romain Guérin. Bonsoir Romain, et Voilà. bienvenue. Merci, merci à vous pour votre invitation. Toujours un plaisir. En plus, le concept me semble tout à fait intéressant. Donc j'espère que je m'y suis bien plié et qu'on va passer une belle émission. Ensemble, nous allons décortiquer le film Maërig de Henri Verneuil. Film sorti en 1991, réalisé par Henri Verneuil, avec une distribution magnifique. Omar Sharif dans le rôle d'Agop, Claudia Cardinal dans le rôle d'Araxi, Isabelle Sadoyan dans le rôle de Anna, et Richard Berry dans le rôle d'Azad. Il y a Patrick Timsit aussi. Il y a Patrick Timsit, bien sûr, et il y a plein de têtes d'affiche. On a tendance à l'oublier, mais il y a Nathalie Roussel aussi. C'est vrai que Timsit, j'avais même oublié qu'il était dedans. Enfin bref, il m'a pas marqué. Mais Nathalie Roussel, c'est celle qui joue la mère de Marcel Pagnol dans les très beaux films. Donc La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et c'est la tante. Comment? Est-ce que c'est la tante? C'est la tante, c'est la jeune tante. Oui, voilà. La jeune tante. Ah oui. Anna, c'est Anna, je crois, parce que Gaïa, je crois que c'est la plus vieille. La Et grande tante. donc elle joue aussi dans les Marcel Pagnol. Et j'ai toujours trouvé cette actrice assez extraordinaire, enfin d'une douceur et d'une fragilité incroyable. Et on pourra en parler après, mais disons qu'il y a beaucoup d'analogies à faire quand on parlera plus de la poésie puis de la profondeur en fait de ce qui est filmé entre justement ce film-là, Meyrig, et La gloire de mon père ou Le château de ma mère. En fait. Les grands esprits se rencontrent parce que j'avais l'intention d'en parler aussi. Ça m'a vraiment rappelé ces films-là. Mais bon, voilà, vas-y, continue Bob. Donc Azad Zakarian, on le suit pendant tout ce film. C'est à travers les yeux de l'enfant de la famille, le petit garçon roi, on peut dire, que tout le monde chérit, tout le monde se sacrifie pour ce petit gars. Et on voit cette famille, donc à travers les yeux d'Azad, débarquer depuis l'Arménie, où ils vivent l'exode, chassés par les Turcs. Et donc ils arrivent au port de Marseille, et on suit cette famille généreuse, humble, pleine de respect. On les voit prendre pied et racines en France. Ça Alors, se passe dans les années 30. Ah oui. Si vous avez quelque chose à rajouter sur l'explication du film, c'est le moment. On peut déjà... Un peu sur le résumé, quoi. Juste peut-être, je sais pas si c'est là qui sera posée une question posée après, mais pourquoi j'ai choisi ce film peut-être avant ou on en reparlera après. Vas-y, puisque oui, effectivement, cher spectateur, du coup, là, comment l'émission s'est goupillée, c'est que on a proposé à Romain Guérin de nous proposer un film, et il nous a proposé ce film-là, Meyrig. Donc voilà pourquoi tu nous l'as proposé, effectivement. Alors c'est un choix difficile parce que bon, un film, évidemment, il y a plusieurs films qui nous ont touchés généralement. Bon, moi, je suis pas un énorme consommateur, hein, c'est pas l'œuvre que je préfère. Bon, on va dire, enfin le genre d'œuvre que je préfère, je suis plus dans la littérature ou même dans les tableaux, la musique. Mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Le choix était assez difficile. Et après, je me suis dit, finalement, c'est de trouver un film qui t'a vraiment marqué. Et c'est souvent quand même des films, quand ça marque comme ça, c'est toujours puissant, c'est des films qu'on découvre enfant, quoi, généralement, quoi. Et donc là, c'est le cas. Et il se trouve aussi que c'est un film d'Henri Verneuil. Et Henri Verneuil, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire que j'ai vu certains de ses films, je savais pas que c'était lui. Et après, j'ai vu que c'était le point commun de ces films que j'aimais bien, c'était le réalisateur. Et Henri Verneuil, donc c'est lui qui a fait La vache et le prisonnier, par exemple, que j'invite tout le monde à voir parce que c'est d'une poésie assez incroyable. Mais après, il a fait des films que nous, en tant que bons Français franchouillards, on aime bien, comme Un singe en hiver ou 100 000 dollars au soleil. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a
qui a une filmographie très intéressante, et il se trouve que ces derniers films, l'avant-dernier c'est Mehring, et après il y a 588 rue Paradis qui est un peu qui est la suite, qui est aussi bien, mais bon, je pense que le Mehring est vraiment il est vraiment le meilleur quoi des deux, et parce qu'à la fin un peu de sa vie, il a dans des livres, il a raconté justement quoi son enfance, et il l'a mis en film. Donc finalement, ça vous permet de parler d'un film d'Henri Verneuil et en même temps d'Henri Verneuil parce que c'est un film autobiographique. Voilà, c'était les raisons, les premières raisons qui m'ont poussé à choisir ce film. Et pour après aller un peu plus en avant sur le film, oui, ça, année 20, pourquoi? Parce que ça parle donc du génocide arménien. Donc on rappelle, hein, Empire ottoman, enfin comment ils s'appelaient, je sais plus là, les jeunes Turcs ou je sais pas Ouais, quoi, qui c'est ça, massacrent, c'est Jeune Turc. voilà, qui massacrent 1 500 000 Arméniens. Salement, j'allais dire. Donc, je sais pas si on peut tuer des gens proprement. Bon, enfin bon, là, il se trouve que ça a été particulièrement cruel. Et effectivement, le film s'ouvre sur le procès d'un des, euh, d'un des participants à ce qu'ils avaient appelé à l'époque l'opération Némésis. C'était des Arméniens, donc rescapés, qui s'étaient dit il fallait quand même dessouder un peu ceux qui avaient participé en fait à ce massacre, dont voilà, donc il y en a eu plusieurs. Et ça s'ouvre sur ce procès-là, et après tout de suite effectivement, on arrive donc sur les quais de Marseille, où on voit donc débarquer la famille de Azad, qui est effectivement Henri Verneuil, parce que Henri Verneuil, donc pour ceux qui ne le savent pas, est effectivement d'origine arménienne, et son nom c'était Malakian. Voilà, donc et lui il a francisé son nom et son prénom, et ça montre que aussi, ce que lui le dit, qu'il est effectivement un Arménien, mais qui n'a pas plus français que lui. Donc même quelqu'un comme lui, qui s'est intégré d'une façon plus que parfaite, avait en lui effectivement ses origines, parce euh, une émigration est toujours un drame, même quand elle se passe bien, et parce que voilà quoi, ça laisse des traces, ça laisse des traumatismes. Donc voilà un peu pour compléter un peu ce que tu disais. Merci Romain, tu as complété la partie que je voulais dire, c'était que c'est un film autobiographique, donc c'est Verneuil qui réalise un film sur sa propre histoire. Donc donc c'est ce qui fait aussi que que c'est un film très touchant et qui a une certaine voilà, une certaine dimension. Je vous Est-ce que disais en début d'émission que nous avons un invité de marque, un invité prestigieux, qui justement vient de donner de riches détails sur la conception du film et le pourquoi du comment. Lino, je te laisse présenter à nos auditeurs cet homme exceptionnel, poète, écrivain, musicien, qui est Je vais rougir Romain là, je vais Guérin. rougir. bah, il n'y a pas à rougir de la vérité hein, de toute manière, hein. Mais donc oui, c'est l'occasion de t'introduire, Romain. Donc Guérin, pardon. Romain Guérin, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un poète, écrivain, auteur, compositeur, interprète, passionné par les belles lettres françaises depuis toujours. Il est diplômé d'un master en philosophie politique. En 2014, il avait déjà sorti un récit, mes 15 jours de jeûne. Puis en 2017, il publie Le Journal d'Anne France, qui lui vaut les éloges de Jean Raspail, ni plus ni moins. Par la suite, tu as sorti ton premier recueil de poésie, La Chorale des Cadavres, en 2019. Il y a également un second volet, il me semble, un second volet poétique qui est sorti, qui est Bisou Noir, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais voilà, comme on disait, tu es aussi compositeur. Tu as sorti un premier album, ça doit être il y a 3 ans, il me semble, À peu près, oui. qui s'appelle Fugue, qui est vraiment excellent. C'est pas de la fausse flatterie, chers auditeurs, mais cet album, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai acheté. Il y a plusieurs musiques que j'ai écoutées plusieurs dizaines de fois avec un grand avec un grand plaisir. C'est vraiment un super album, Anna Grudge. Et
il me semble que tu viens de finir ta campagne, Ulule pour ton deuxième album. Est-ce que tu peux, nous en dire un mot, tant qu'on y est, Oui, Romain? alors finalement, cette année, elle est assez riche en production parce qu'effectivement, j'ai sorti le deuxième recueil de poésie, qui est un peu le complément du premier. J'ai sorti aussi mon deuxième roman, qui est pour le coup aussi autobiographique, mais qui est moins, on va dire, dramatique que Meirig. Mais bon, c'est plus une comédie avec Anne-France. J'avais voulu faire pleurer dans les chaumières. Là, j'ai voulu faire rire et aussi avec cet esprit français. Avec des formules un peu à la Audiard, avec une langue aussi qu'on peut retrouver parfois dans San Antonio, etc. Donc c'est une autre partie aussi, parce que j'admire et j'ai apprécié la littérature classique, le beau verbe assez lissé, mais j'ai aussi un peu cette dilection pour le verbe haut, très français aussi, et qu'on retrouve voilà, quoi, dans ces différents films. Après, j'ai fait effectivement une campagne Ulule, une seconde, pour un deuxième album qui sera moins grunge que le premier, peut-être plus des ballades et plus folkloriques. Et là, d'ici 15 jours, un mois, je vais sortir. Pour ceux qui me suivent, savent que j'aime beaucoup les maximes. J'aime beaucoup, j'en parle assez souvent, ce qu'on appelait à l'époque les moralistes, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on retrouve dans les pensées de Pascal, Chamfort, Vauvenargues, voilà, quoi, des gens comme ça. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, voilà, même La Bruyère, quoi, par exemple, quoi, dans ses caractères. C'est vraiment une littérature, moi, qui m'a donné envie le goût de lire. C'est des phrases ou des paragraphes très courts, très concis, mais qui sont un peu des lucioles. D'ailleurs, le sous-titre de mon recueil de pensées, le titre c'est Missel du Rebelle, mais le sous-titre c'est Luciole et Libellule. Luciole, pourquoi? Parce que je pense que, pour avoir fait de la philosophie, hein, quand même, pour m'être intéressé un peu à la question, la vérité ne se manifeste pas aux hommes en tant que système et en tant que vérité globale, mais que en tant que petite luciole, justement. Donc, et les pensées et les choses comme ça, des fois, on a des petits moments de vérité comme ça. Donc, ça, c'est ce qui m'a plu. Et donc, et libellule, pourquoi? Parce que c'est toujours des petits insectes assez légers. Et libellule, c'est des petits libelles aussi, parce que des fois, c'est des paragraphes un peu plus long qu'une seule phrase, et c'est assez politique, parce que j'ai toujours été intéressé effectivement par la réflexion politique, donc voilà. Et voilà, donc ça sera une année finalement assez riche en production, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Merci pour ce complément. Donc voilà, chers auditeurs, il y a beaucoup de choses à venir et à voir, chez Romain Garin. Tu as aussi une chaîne YouTube, que Alors oui, tu qui m'a servi dans un premier temps, parce que je suis pas du tout en fait un youtubeur, hein, c'est pas du tout mon état d'esprit, mais il faut vivre un peu avec son temps. Donc au départ, c'était juste pour présenter un peu mes œuvres. Après, effectivement, vu que j'aime le débat, etc., donc des fois il y avait des vidéos un peu comme ça. J'avais fait quoi, des persiflages sur l'actualité. Et puis pendant un an, j'ai fait des directs tous les dimanches sur des revues d'actualité que j'essayais de faire un peu marrer les gens, faire un peu des traits d'esprit, essayer de dégauchiser aussi par une forme de décontraction et d'humour des gens. Ça a pas mal fonctionné. J'ai arrêté parce que cette année, là, j'aurais pas le temps entre le travail et puis le militantisme, là, justement, pour Monsieur Ziad. Donc voilà, mais ça a aussi fait partie de ce que j'ai fait, de ce pourquoi aussi certaines personnes m'aiment ou me respectent aussi, parce que c'est effectivement mon vrai prénom, c'est mon vrai nom et c'est mon vrai visage. Donc bon, dans la dictature communiste dans laquelle on vit, ça nous expose chacun à notre petit niveau forcément à quelques contrariétés en fait. Donc, voilà. Ouais, je veux bien l'imaginer, c'est pour ça que moi je montre pas mon visage. C'est vrai que c'est insidieux en plus, ça commence très très doucement lorsque la dictature veut s'en prendre aux gens qui sont sur la scène médiatique.
Oui, bah après, ça tout dépend à quel niveau t'es. Moi, juste à mon petit niveau, c'était que, vu que maintenant, avec Google, il y a une forme de transparence assez totalitaire, hein, c'est-à-dire, on sait, voilà, qui fait quoi, comment, etc. Même moi, parce que j'ai longtemps fait quoi, des petits boulots, même pour des petits boulots alimentaires, j'ai eu énormément de refus de dernier moment qui ressemblaient justement à ça, quoi. C'est-à-dire que le mec te donne un rendez-vous, puis 3 heures après, il te googlise, puis il t'envoie un message, il dit c'est pas la peine de vous déplacer, quoi. Donc, Oui, voilà, ouais, c'est donc, ça, c'est ça. même pour faire des petits boulots de merde, si tu veux, t'es empêché parce que bon, le mec veut pas s'emmerder avec un mec comme toi, quoi. Tu vois. Donc voilà. Après, moi, ça s'est limité à ça pour le moment. Après, c'est plus t'as des responsabilités, plus t'as peut-être aussi d'envergure et plus tu vas être la cible. Pour l'instant, moi, c'était les seules choses au-delà de menaces de mort, de machin, enfin Bah, et par t'as eu défaut, une, tu vois. t'as eu une Euh, shitstorm quand même quand tu as reçu ton prix à Lyon pour un peu, ouais, Anne ouais, ouais. France. Je me Ah, souviens. justement, là, tu vois, je bossais sur les marchés, je vendais du pain, tu vois, donc tu vois, tu te levais à 5 heures du mat pour vendre du pain dans le froid, et toute cette fausse droite et ces faux catholiques, parce que c'est eux hein, qui sont venus se plaindre, que comme quoi ma patronne avait embauché un, un gros vilain, tu vois. Donc il fallait se séparer de moi, tout ça. Enfin voilà, donc parce que Rue 89 avait fait un petit article dessus qui avait été relayé un peu. Donc voilà, donc même voilà, même à ce niveau-là, il est clair qu'il y a des voilà, il y a des conséquences. Mais bon après, voilà, il faut, enfin moi de mon point de vue. Il faut se montrer le plus possible selon voilà, ce qu'on peut faire pour justement casser un peu l'image délétère qu'ils veulent, enfin qu'ils entretiennent sur le fait que des idées tout à fait saines sont comme la frontière, la famille, des choses comme ça, sont incarnées par volontairement incarnées et mises en avant par des mecs plus que caricaturaux en fait. Voilà. Bah, très bien. Bon alors, je vais resituer, je vais recentrer sur le film. Tu parlais de famille, retournons vers le film, puisque c'est un film qui parle beaucoup de la famille. Voilà, transition Magique. approximative, mais transition quand même. Euh, alors, on va commencer par la question habituelle. C'est comment avez-vous connu le film? Donc, bah, Romain, en fait, tu nous l'as déjà plus ou moins dit. Est-ce que tu peux Ben, en fait, enchaîner? c'est un peu. Je pense que je sais pas si la première fois que j'ai découvert, est-ce que je l'ai vraiment regardé en entier, est-ce que je l'ai vraiment compris. Mais effectivement, ça faisait partie de ces films que quand ils passent à la télé, mes parents regardent. Donc par exemple, si demain soir il y a le château de ma mère, on l'a vu peut-être 150 fois, mais on va le re-regarder en fait si tu veux. Donc je pense que ça faisait partie un peu de ça. Donc moi j'ai qu'un souvenir très lointain, avec certaines scènes qui m'avaient marqué, ça on en reparlera plus tard. Donc c'est toujours un film qui avait trotté en moi. C'est que plus tard, après que j'avais vu que c'était effectivement Henri Verneuil, etc. Donc j'avais dû le revoir après, peut-être plus tard, et même encore, je crois, il y a quelques années, je l'avais re-regardé pour me replonger dedans aussi. Donc c'est Ouais, voilà, quoi. C'est comme ça, c'est tout simplement que il est venu à moi en fait. c'est un film, on peut dire, qui t'accompagne au fil de ta vie. Bah ouais, quand tu as été jeune et que ça t'a marqué comme ça, je pense que tu sais, il y a des films comme ça qui te donnent. Tu sais, il y a Jean-Paul Belmondo qui est mort récemment. Et moi, je me rappelle effectivement cette fameuse scène hein, du professionnel. Et au-delà de la beauté de la scène, je me demande si c'est pas. Bon, on est confronté à l'injustice quand on est gosse sur plein de manières, quoi. Je veux dire, l'autre, il me vole mon goûter, je suis puni alors que c'était pas moi, donc on a accès déjà à ça, mais moi, il me semble que quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été confronté, voilà, à un sentiment très vif d'injustice, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible de tuer un mec pareil, c'est pas juste. Donc au-delà de la musique, au-delà du film que tu apprécies, il reste en toi parce qu'il y a eu un moment fort qui t'a vraiment imprimé l'âme, quoi. Ouais, ça Et t'a poussé à la réflexion. bah, à la réflexion, oui, et puis au sentiment humain, quoi. Que, bon, il Oui, n'y a c'est pas ça, ouais.
tu vois, l'amitié, l'amour, l'injustice. Bon, et je pense que celui-là, ça a été une scène en particulier, ça a été effectivement peut-être la cruauté des hommes, tu vois, par exemple, que j'avais pas encore vraiment quoi déceler. Et après, ça peut rester en toi, puis après, et ça fait son chemin. Mais oui, ça faisait partie effectivement quoi, des films de mon petit panthéon personnel qui m'ont peut-être forgé, peut-être en tant qu'individu. Puis d'ailleurs, en le re-regardant là pour qu'il soit un peu plus frais, je me suis dit finalement, bah, pour ceux qui ont lu Anne France et qui le connaissent, donc mon roman, ah, je me dis que effectivement, il y a peut-être des films comme ça qui ont participé à ma sensibilité esthétique, parce que finalement, Anne France participe de ce qu'il y a dans La gloire de mon père, de ce qu'il y a dans Mérig, c'est-à-dire arriver à susciter des sentiments extrêmement puissants avec des choses finalement, somme toute, communes, qui sont communes, parce que finalement c'est quand même l'amour maternel, l'amour d'une famille, mais qui, bien vécu, bien mis et bien raconté, sont finalement, pour moi c'est ça quoi, la vocation de l'art, c'est la vocation ultime de l'art, au-delà de quelques périphéries, d'essayer de se connaître et tout, c'est de sublimer le plus possible le quotidien et des valeurs essentielles à ne serait-ce qu'à la conservation et la poursuite de la civilisation, quoi. Et c'est exactement ce qui est ce film, en fait. Je ne sais pas si on l'a dit, mais Mairig veut dire maman en Voilà. arménien. C'est là aussi où le film est très puissant, parce que le titre va jusqu'au bout du film. Voilà. C'est ça. Et maman, ils auraient pu mettre même maman, je sais Pluriel. pas si en arménien c'est le cas, mais au pluriel. Oui, Puisque oui. pendant le film, il dit souvent sa trinité de mères, parce que finalement, il aura eu trois mères, il aura eu sa propre mère et ses deux tantes, en fait. C'est ça Tout à fait, oui, tout à fait. Qui et sont... avec lui et son père, ont absolument tout donné pour que ce jeune petit immigré puisse tout de suite s'intégrer le mieux possible. Et d'ailleurs, c'est là où on voit aussi, on pourra en reparler, mais que il n'y a pas besoin de faire des livres de 2000 pages sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne intégration, une bonne assimilation. Finalement, intuitivement, tous les gens qui sont confrontés à ça et qui sont de bonne volonté trouvent les solutions sans qu'on leur propose quoi que ce soit. Ouais, pas besoin de lire un livre de 2000 pages, juste regarder Mérig, ça sera suffisant. Voilà. Vous gagnerez c'est du vrai, temps ouais. et il sera bien plus fort, à mon avis. Et toi, du coup, Bob, alors, comment as-tu connu Eh ben ce... écoute, je pense qu'on l'a connu tous les deux de la même manière. C'est Romain qui nous l'a proposé pour cette émission. Et alors, c'est vrai que c'est une découverte formidable. Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. J'avais juste lu un peu le synopsis avant, quand tu m'en avais Et parlé. vous n'étiez pas emballé. Quand j'en ai parlé, je fais voilà. Et Romain, il nous parle d'un truc. Non, ça va C'est ça. parce que nous, au début, on s'était dit qu'on voulait bien partir avec toi dans l'univers de Kusturica, Emir Kusturica. Ouais. Et c'est vrai que bah c'est pas aussi c'est pas délirant comme Kusturica, mais il y a ce côté réel quoi, ancré dans le réel quand même. Ce côté, C'est ce, c'est ce côté très beau, c'est les films de Kusteresa sont très Oui, en beaux plus, films ouais. aussi, mais Et voilà, bah, on l'a découvert comme ça, tous les 2 et franchement, c'est une très, très belle découverte cinématographique parce que c'est plein Justement, d'émotions, quoi. ouais, C'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience cinématographique de douceur, d'amour, de générosité comme ça, que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que finalement, je pense que vous aviez vu évidemment des films d'Henri Verneuil. Et pourquoi j'ai choisi aussi ce film, c'est que j'ai la sensation, alors peut-être que c'est une fausse sensation, mais que même des gens qui ont une petite culture au niveau du cinéma et qui peuvent apprécier Henri Verneuil sont peut-être passés à côté de ça, en fait, finalement, de ce dernier film autobiographique. Donc ça me semblait aussi bien bah, remettre la lumière là-dessus. Parce que ça fait partie vraiment pour moi, je pense, des grands films français, quoi. bah bah, oui. c'est Vas-y, excuse-moi, Bob. vas-y, je t'en prie.
Bah oui, alors en fait, oui, exactement. Alors moi, Henri Verneuil, j'avoue que c'est un petit peu un angle mort cinématographique pour moi. Je j'ai pas vu énormément de films, mais les films que j'ai vus de lui sont très éloignés de Mérig. Le Clan des Siciliens, Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à La voir. peur sur la ville. Voilà, c'est absolument rien à voir. D'ailleurs, juste, Le Clan des Siciliens, je l'ai revu là, il y a cette semaine, du coup. Les gens, si vous voulez vous prendre une dose pure de France, Par intraveineuse, là. voilà, c'est ça, par intraveineuse directement, regardez ce film. C'est entre Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Waouh, quelle classe Ah ouais. incroyable. Donc ça fait vraiment du bien de voir ça. Et, Mais et un du peu, il y a un film de Verneuil qui pourrait plus s'approcher de Maïgare, c'est Un Saint-Jean l'hiver, qui est un peu plus dans la relation humaine. Bah, moi, après, pareil, hein, j'ai pas, comme je vous dis, je suis pas, je dévore pas les films, mais celui que j'ai vu de lui qui se rapproche le plus, ça serait La Vache et le Prisonnier, dans la poésie et dans le. Je me rappelle d'ailleurs une scène de La Vache au Prisonnier qui m'avait marqué parce que moi-même, je m'étais fait la réflexion. À un moment donné, donc tu as Fernandel avec sa vache qui regarde, quand il arrive enfin en France, il regarde sur les panneaux directionnels les noms, quoi. Les noms de villes, de hameaux, etc. Et il les compare avec les noms allemands, en fait, qui sont. Et c'est toujours une poésie incroyable. Et vous voyez, ne serait-ce que Excellent. le nom, moi j'ai toujours, en tant que Français, quand j'étais à Paris par exemple, j'étais toujours halluciné par les noms de stations de métro, mais par les noms même des ruelles, quoi. Il y a toujours en France, il y a même de la poésie dans les noms de rues et de ruelles, quoi. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait attention, Oui, c'est vrai, oui. et regardez bien, c'est surtout dans les petites venelles ou dans les petites ruelles, mais il y a des noms, voilà, nom de la, je sais pas, rue de la petite fontaine enchantée, des fois. Enfin, ça existe, en fait, en Ou à France. Paris, sur l'île de la Cité, t'as la rue du chat qui pêche. Voilà. Bah, ça, je pense qu'il y a qu'en France que tu as des genres de noms de rue comme ça, tu vois. Parce C'est que sûr, ouais. quand t'es aux États-Unis, c'est des numéros, en fait, déjà, tu vois. Donc, il n'y a pas la même poésie, tu vois. Et voilà, moi, c'est celui que j'ai vu de lui, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air assez éclectique parce que entre justement ben, Meyrig et puis 100 000 dollars au soleil ou une mélodie au sous-sol et jusqu'à un singe en hiver, bah, c'est pas les mêmes films et c'est même pas les mêmes styles de films. Même Peur sur la ville, c'est encore différent. Les Morphalous, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le Clan des Siciliens. 100 000 dollars au soleil, c'est vraiment génial. Chers il y a- auditeurs, dites-nous quel est votre film d'Henri Verneuil préféré. on N'hésitez a pas. oublié aussi un des grands, c'était Le Président, quoi, Ah oui, oui, avec Gabin, exceptionnel. avec Jean Gabin, où il y a ces fameuses scènes là où il est au Parlement avec des tirades assez exceptionnelles. Ça, c'est pareil, c'est de la France en intraveineuse. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Mm. Ouais, ça fait vraiment énormément de bien. Et bah, du coup, voilà, moi j'ai connu Mérig, comme on disait, bah, grâce à toi, Romain. Euh, Bon voilà, on en a déjà beaucoup parlé, comment on a connu ce film. Donc on va enchaîner avec l'axe 1. Et donc l'axe 1, on a tout simplement, voilà, on a pris en toute simplicité comme axe un très beau film. Puisque voilà, donc Mérig est un film vraiment, vraiment très beau à plein de niveaux, que ce soit au niveau des sentiments, par exemple. C'est vraiment un film extrêmement touchant. Voilà, j'ai été surpris, voilà, à mon âge, d'être aussi touché par un film, devant l'amour infini de cette famille qui n'a rien, rendez-vous compte, qui n'a même plus de nation. Cette famille n'a rien, si ce n'est de l'amour, du courage et énormément de dignité. Et ça m'a beaucoup rappelé, justement, comme disait Romain au départ, ça m'a beaucoup rappelé les films La gloire de mon père et Le château de ma mère. Cet amour familial qui est extrêmement fort et qui nous fait nous attacher aux personnages à un point absolument extrême, parce que voilà, c'est des personnages qui vivent et il leur arrive des joies et des malheurs. Et dans les joies et dans les malheurs, on se surprend à avoir la gorge nouée. Euh,
à plein de moments dans ce film. C'est voilà, c'est extrêmement particulier et ça m'a fait la même sensation donc que le château de la gloire de mon père et le château de ma mère. C'est à la fin du film, tu as envie de savoir, tu te dis: «Ils peuvent pas me laisser là, j'ai envie de savoir ce que sont devenus ces gens». C'est insupportable de les laisser et de pas savoir où ils vont. Et j'étais donc très ravi, j'étais absolument ravi de savoir qu'il y avait une suite 588 rue Paradis, qui est donc la suite directe. Ça a été les deux films ont été enquillés en même temps. Donc là, dans la semaine, je vais me précipiter pour voir la suite de la vie de ces gens qui, voilà, qui m'ont profondément touché entre voilà, comme disait Romain, le père qui sacrifie tout, mais vraiment absolument tout pour son fils, qui va travailler à l'usine, qui, quand son fils part en internat sur Paris, va monter chaque semaine pendant 5 heures pour juste lui donner des confitures à la rose de sa tante pour repartir, alors qu'il travaille comme un fou. Bon là, à ce moment-là du film, il travaille plus à l'usine, mais il travaille dans l'atelier de broderie, quand même un travail harassant. Et donc voilà, la première chose extrêmement beau dans ce film, c'est la beauté et la pureté des sentiments. C'est des gens qui vivent des choses extrêmement dures sans être dans le pathos. Ça aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas comme tous ces films sur la Seconde Guerre mondiale qui sont voilà extrêmement mélodramatiques, qui en font des tonnes. Là, c'est dans une, il y a une vraie justesse de ton qui renforce la puissance des sentiments de ce film. Voilà, j'ai fait un petit tunnel. Est-ce que vous avez des choses à compléter si vous pouvez rebondir là-dessus? Est-ce que je peux y aller, ouais, Ouais, ouais. Romain? Alors, personnellement, c'est un film qui fait écho à ma vie, à un grand passage de mon enfance, car moi-même je suis clandestin. Je suis venu en France de manière clandestine par rapport aux guerres qu'il y a eu dans les Balkans dans les années 90. Et en fait, tout ce moment que vit ce petit garçon d'Exode, bah, je me suis complètement retrouvé dedans, avec, avec ce débordement d'amour de la part des membres de la famille, qui sont comme ça des volcans d'amour, quoi, qui en font presque trop à certains moments, qui se sacrifient entièrement pour ce petit gars. Et beaucoup de scènes, notamment, par exemple, quand il lui offre une glace sur le port de Marseille. Là, je me suis revu dans les camps de réfugiés en Croatie, par exemple, où il y avait plein de mômes qui étaient vraiment sans le sou, qui étaient dans une situation encore plus désastreuse que la mienne, alors que j'étais déjà bien au fond du caniveau, si vous pouvez vous imaginer le truc. Et donc, il y a ma mère et ma grand-mère qui sortent les dernières pièces, quoi, un peu comme ça, puis qui me les donnent pour aller acheter une glace. Et bah, la glace, elle tient pas 2 secondes parce que tous les autres mômes en veulent aussi, quoi. Et plein de choses comme ça dans le film aussi, que ça soit sur le rapport qu'a cette famille à cette terre d'accueil, que ça soit dans les décors. Les décors, je trouve que les années 30, c'est dans les années 30 que ça se passe, hein. Ah ouais. Ouais. Bah, les années 30, je trouve que là, on y est, quoi. C'est très bien retranscrit. On a cette France qu'on peut appeler authentique, en fait, avec, avec ses couleurs, avec ses habits. On reconnaît chacun, on reconnaît les gens par rapport à leurs habits, quoi. On sait que le mec, il est plombier, que lui, il est comme ça. Enfin, il y a une sorte d'osmose et d'homogénéité dans ces gens, dans leur rapport, tout à fait naturel en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ce film. Ça, c'était profondément touchant, simple. Et en plus de ça, c'est une vraie épopée. C'est un film où il se passe mais tellement de choses, quoi. Il y a et on nous parle de la soumission de tout un peuple, d'un massacre carrément. On nous parle après des conséquences de ce massacre au niveau politique en France. On nous parle d'une famille qu'on suit. Enfin, c'est hyper vaste, quoi. C'est ultra dense, mais réalisé d'une telle manière que tout est cohérent, que le rythme reste toujours agréable.
Ouais, c'est une vraie berceuse comme ça, on se laisse emporter, puis, c'est un peu aussi, comment dire? C'est les montagnes russes émotionnelles, mais tranquillou quoi, tranquille comme quand on écoute par exemple notre grand-mère qui nous raconte un peu sa vie. Bah, ça fait un peu ça quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Romain, bah, merci, pour ton, comment ça s'appelle? Pour ton témoignage, je sais pas comment Le le décrire. témoignage de Bob les mecs! Ça donne vraiment du corps, au film, ce que tu nous dis, tes anecdotes, enfin ça le film sonnait déjà très réel, bah, là, c'est encore plus frappant et donc toi, Romain, au niveau de la justesse, des sentiments exprimés dans ce film, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime pas, effectivement, alors déjà, tu parlais quoi, du pathos. En plus, ça, c'est un sujet difficile parce qu'ils arrivent en France en tant que, effectivement, étrangers. Donc, ils sont confrontés à tout. Ils sont confrontés au racisme, on va dire, primaire. Enfin, c'est-à-dire, voilà, les gens, ils veulent pas les voir, mais en même temps, il y a des gens qui leur tendent la main. Et jamais, à un moment, on sent la volonté du réalisateur de juger quoi, qui que ce soit en fait. C'est vraiment une. Il peint en fait quoi des situations telles qu'elles sont et sans même sans même quoi, les juger. Donc déjà, ça fait du bien de ne serait-ce que de se replonger quoi dans ces films. Au-delà de leur qualité intrinsèque, c'est aussi d'avoir des films qui sont dépourvus de cette moraline dégoulinante et qui en fait n'est que de la propagande. Au moins, pourquoi déjà je suis pas très cinéphile, je peux plus voir un film aujourd'hui parce qu'en 2 secondes, je vois que finalement c'est pas un film, c'est une vidéo de propagande qu'on a maquillée avec des cascades, avec des acteurs, etc. Mais je vois tout de suite on va dire, la structure et la trame idéologique. Dans un film comme ça, je ne la vois pas parce qu'elle n'existe pas, en fait, quoi, tout simplement. En fait. On n'essaye pas de me bourrer le crâne, de me faire changer d'avis sur quoi que ce soit. On me dépeint la nature humaine. Et ça, moi, j'adore ça. Et en plus, on voit justement par ce genre de film et par d'autres, comme on parlait de La gloire de mon père, etc., que pour susciter des émotions violentes, fortes, intenses, il n'y a pas besoin, si tu veux, de faire des grandes explosions, des cascades. Enfin, moi, j'ai toujours détesté les films d'action, en fait, parce que je me fais chier. Je me fais chier. C'est du remplissage. Alors, des fois, quoi, c'est bien fait. Mais voilà, moi, ça m'intéresse pas. Et effectivement, alors après, c'est le propos, c'est l'écriture du film, le scénario, les dialogues. Les acteurs aussi, parce que moi je suis désolé, mais Omar Ouais. Sharif qui marche dans une rue et qui met pas son parapluie alors qu'il pleut. Ah, Omar, c'est magnifique ce moment. Mmh. Omar Sharif qui rentre de sa première nuit d'usine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un déclassement en plus social parce que lui, Omar Sharif, donc il est le père de Azad et il était, si tu veux, Il était patron, était un grand patron. patron. Donc, il y a un déchirement de tout. C'est-à-dire, il est plus dans son propre pays, il n'a plus ses racines, mais en plus, il perd son statut social. Donc, je ne sais pas si t'imagines la grandeur d'âme, parce que tu parlais de dignité, effectivement, mais la grandeur d'âme de quelqu'un pour mettre tout ça de côté, pour ne jamais se plaindre de quoi que ce soit. Il n'y a aucune plainte dans ce film. Tu vois, on parlait de pathos ou de machin, aucune plainte de dire ma famille s'est fait exterminer. J'arrive à poil dans un lieu que je connais pas, donc qui est forcément hostile, où je vais vivre dans une chambre plein de punaises à 5, une chambre à 5 avec les chiottes quoi, sur le palier et une cuisine quoi, partagée. Et en plus, je me retrouve à faire de mon statut de patron, je me retrouve simple ouvrier à bosser la nuit. Et je me rappelle de cette scène qui, donc c'est sa première nuit et il rentre le matin et on le sent et c'est là aussi c'est le génie de l'acteur parce que il fait rien mais Omar Sharif on sent qu'il est vidé, on sent que sa nuit qu'on l'a vidé et il se tient juste à un mur et en parallèle on voit Azad qui part à l'école parce qu'il se sacrifie justement pour lui payer la meilleure école, c'est-à-dire il découvre qu'il y a des écoles publiques et des écoles privées et le bon sens
de la tante, justement, dit ben, s'il y a des écoles privées et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour des écoles privées, c'est qu'ils veulent pas aller dans les écoles gratuites, en fait. Donc, c'est qu'il y a peut-être une raison, tu vois. Donc, ils avaient vite compris ça. Mais juste cette scène où il est harassé comme ça, c'est d'une. Voilà, ça te prend, ça te serre la gorge. Donc, voilà, moi, quand juste sur une petite situation, un seul regard, tu peux susciter ce genre de sentiment. Voilà, moi, c'est exactement ce que je recherche si je dois aller voir un film. Et ça, si tu veux, ben, le film en est plein, en fait, quoi. C'est-à-dire que, et c'est vrai que c'est servi par une réalisation, finalement, où il a une façon de filmer qui, effectivement, euh, Très ah, propre, très naturel. et qui des fois, tu vois, par exemple, des fois, justement, est sur une scène, parce que c'est quasiment quoi, du théâtre, c'est quasiment. En fait, ce film, c'est quasiment un huis clos, quoi, si tu regardes bien, parce que tout se passe un peu comme dans cette chambre, et des fois même, il fait des arrêts sur image, tu vois. Tellement, tellement on pourrait faire des tableaux de énormément quoi, de situations, parce que tout ça, par ce jeu d'acteur, par cette face, par cette beauté quoi, des sentiments humains, fait que bah, finalement, avec sa caméra, il a qu'à caresser un peu les personnages, faire parfois quoi, des gros plans, et même voilà, des fois des arrêts sur image, tellement quoi, la situation est belle. Quoi, donc voilà. Voilà, exactement. C'est servi par un jeu d'acteur extrêmement efficace, très simple, enfin simple mais pas simpliste, qui montre vraiment la justesse des sentiments et d'émotions. Et il y a juste à filmer ça, et il y a bien le servir via la réalisation du film. Et c'est ce qu'a réussi à faire Verneuil. Donc la simplicité, la beauté des sentiments est là. Ça, c'est la première pince du film. Et il y a une deuxième pince qui est la poésie du film. Puisque juste là, la première pince, ça suffirait pour en faire un film qui vaut la peine d'être vu. Et il y a aussi une deuxième pince pour moi qui est la poésie qui se dégage de ce film. Il y a mais alors plein de moments qui sont juste incroyablement poétiques et incroyablement beaux. J'en ai noté plusieurs comme ça. Ça commence par un truc tout simple, c'est les migrants arméniens qui sont sur leur bateau et ils sont en train de se séparer. Il y a la famille du petit Azad qui est sur le port à Marseille et ils voient un de leurs corélégionnaires qui connaissent du pays et qui ne va pas les suivre. Ce corélégionnaire leur dit: Ah, vous descendez là? Et ils leur répondent: Oui, on descend là, en France. Et toi, tu vas où? Il dit: Moi, je vais au Venezuela. Pourquoi tu vas au Venezuela? Parce que c'est un prénom qui est beau, ça me fait penser à un prénom de femme. C'est tout, alors, je dois le dire affreusement mal, mais voilà, c'est ces gens qui choisissent un pays juste en fonction du prénom. C'est à la fois beau, extrêmement touchant, extrêmement bouleversant. Ça montre à quel point ils n'ont plus rien, mais qu'en n'ayant plus Quand rien, tu es dénudé de tout, d'absolument tout, tu te il raccroches à la faut, beauté. tu te raccroches, tu n'as aucune raison de choisir un pays parmi d'autres. Bon, bah, t'en choisis une, voilà, c'est la beauté du nom. Voilà, ouais, c'est extrêmement beau, quoi. Et c'est peut-être les 5 premières véritables minutes du film, en dehors du procès. Parce que, ah oui, je fais un petit aparté, c'est que aussi ce film, on sent très bien que Verneuil a voulu réhabiliter la mémoire de son peuple. Que voilà, ça se passe en 1991, le tournage du film, et en 1991, le génocide arménien, c'est pas comme certains autres événements historiques, c'est pas très connu. Et ça a mis des années à être reconnu. Il me semble que le génocide arménien est reconnu depuis moins de 15 ans par la France, quelque chose comme ça. Et tu sens que ouais, justement, il a voulu raconter le procès de cet homme qui a tué le ministre de l'Intérieur turc pour raconter justement l'histoire de son peuple. Et ça commence aussi par une intro en voix off avec des superbes images de l'Arménie qui racontent l'histoire de l'Arménie avec un texte extrêmement poétique. C'est voilà, tout le long cette poésie
elle sert le propos du film. Donc la réhabilitation de l'histoire de son peuple et aussi pour appuyer la justesse des sentiments. Autre scène qui est poétique, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est le moment où il découvre le cinéma. Alors quand on sait qu'Henri Verneuil est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il était, un très grand réalisateur de cinéma, là il nous montre comment il a découvert le cinéma et c'est une scène qui est assez incroyable. Il n'a pas assez d'argent pour aller au cinéma et donc c'est un de ses petits camarades qui lui montre une technique, c'est de monter à travers les portes d'évacuation d'un cinéma, pour pouvoir rentrer en douce au moment où la lumière est tombée. Et ils essayent de faire cette manip, mais la porte est fermée parce que probablement trop de gens connaissent l'astuce et maintenant le cinéma ferme la porte. Et c'est sa première expérience de cinéma, du coup il ne peut pas voir le film, mais il reste là quelques minutes à écouter le film et il y a son camarade qui lui décrit littéralement le film. Euh, donc c'est une scène qui est insensée, c'est comment un des plus grands réalisateurs du cinéma français a découvert le cinéma sans le voir, juste en le devinant et en le rêvant. C'est extrêmement beau et poétique, encore une fois. Et justement, je voulais revenir parce que quand on dit, bon, vu que moi je fais un peu de poésie, j'ai quand même réfléchi un peu sur la question. Qu'est-ce qu'on entend réellement par poésie? Parce que c'est pas synonyme de beauté, ça veut dire ça, mais c'est que euh, c'était un poème de. Est-ce que c'était Verlaine ou Baudelaire? Je sais plus. C'est un poème sur juste. Je crois que c'est Baudelaire parce que c'est à une passante, je crois. Et il fait un poème sur cet instant fugace où tu croises une femme dans la rue, tu croises son regard. Et voilà, il se passe quelque chose, elle te plaît, etc. Bon, c'est un instant qui est objectivement vu de l'extérieur d'une troisième personne. Il se passe rien parce que quelque part tu le vois pas, c'est la vie intérieure et c'est quelque chose de très court. Et la poésie consiste pour moi, entre autres, à étirer, si tu veux, quoi, ces moments. Donc c'est ces moments fugaces, les rallonger. Et ça sert aussi à rendre objectif pour l'observateur l'intériorité. Et quand tu vois, moi, ce que j'appelle les scènes poétiques, par exemple, du film qui en est rempli. Vous avez la scène où ils arrivent, par exemple, parce que ils arrivent par des voies, on va dire. Bob disait que lui aussi était clandestin, mais eux, c'était pas tellement clandestin, vu qu'ils ont eu. C'était des voies, en fait, d'immigration, on va dire, légales. Et au moment ils sont sur le bureau donc, du mec qui s'occupe de l'immigration. Et le mec, pour valider leur entrée, il doit tamponner leur papier. Et là, donc Henri Verneuil, hein, par la voix quoi, du jeune Azad, étire bien ce moment-là, qui était un moment qui a duré objectivement peut-être 30 secondes, mais il l'étire énormément parce que eux, ils l'ont vécu comme un moment d'éternité, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'ils vont mettre ce putain de tampon ou est-ce que je vais être renvoyé en fait à la mer? Il y a celui-là. Il y a aussi quand donc les trois femmes, s'il appelle lui ses trois mamans, donc ses deux tantes et puis sa mère, vont chercher quoi du travail. Ils voient beaucoup d'annonces qui correspondent pas en fait à leurs compétences et il y en a une, ils cherchent voilà quoi des ouvrières pour enfin des Ah couturières. oui, c'est vraiment génial, ouais. Ouais. Et c'est la mère qui rentre et eux ils sont dehors. Donc en plus ils entendent pas, ils savent pas ce qui se passe. Et ben là il se balade avec sa caméra et il filme les visages, etc. Donc il étire justement ce moment qui a dû durer objectivement une fois de plus peut-être 2 minutes, mais il l'étire le plus possible pour densifier et nous mettre finalement nous faire sentir, si tu veux, que la violence de sentiments à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, ils jouent leur vie. Est-ce que j'ai un travail? Est-ce que j'ai pas de travail? Est-ce que je vais pouvoir payer comme mon loyer? Tout ça, c'est des sentiments qui sont pas faciles à filmer parce que c'est des choses qui se passent dans l'âme et qui sont invisibles. Et donc, la poésie, pour moi, c'est de pouvoir, par un jeu de mise en scène, par un jeu d'acteur, par voilà, à le montrer. Et lui, c'est ce qu'il fait très bien. Il y en a une autre scène aussi qui me revient, c'est la scène le Azad, donc il est malade à un moment donné. Donc effectivement, c'est le branle-bas de combat autour de lui parce que pour le sauver, il lui faut des cataplasmes toutes les heures.
Donc ces 3 mamans se relayent. Elles ont mis un réveil qui sonne toutes les heures. Alors elles sont déjà exténuées par leur boulot. En plus, vu qu'elles sont dans la même chambre, elles peuvent pas le faire chacun à leur tour. C'est-à-dire que quand il sonne, tout le monde est réveillé. Donc on voit l'implication assez extraordinaire. Et au moment où ils sont justement au chevet quoi, du jeune Azad, voilà, c'est pareil, on sent, on souffre avec elle, quoi. On rentre vraiment en empathie. Et pourquoi ce film, au-delà de moments encore plus forts, dont on parlera peut-être après, pourquoi on n'en sort pas forcément indemne, mais parce que tout le long, on a réussi à vivre les choses à leur place, en fait, par ce génie poétique que Henri Verneuil a, quoi. Et, et oui, tu disais que la poésie, ça peut être un art de rajouter, d'allonger le temps. C'est aussi, je pense, l'art de rajouter des couches au réel, de montrer d'autres points de vue pour intensifier le réel. Et on va rentrer dans la partie spoil. Donc là, si on veut spoiler, on peut se le permettre de le faire. Et pourquoi je dis ce que je viens de dire précédemment, c'est que je pense à la scène de la disparition de la tante. Alors, c'est un déchirement invraisemblable. C'est vraiment d'une violence absolue. C'est le petit Henri Verneuil part en internat à Paris. Il ne revient pas pendant 1 an, il me semble. Il est à Aix, je crois. À Aix-en-Provence, je crois, quand il fait les arts et métiers. Parce que justement, il y a cette scène aussi assez dingue où tu parlais du moment où il découvre le cinéma. Et donc, lui, dans sa tête, il veut faire du cinéma. Et il rentre. Ah oui, oui, c'est fantastique. Oui, vas-y. Et il rentre et il annonce ça. Ils sont tous en train de bosser comme des dingues à repasser et tout. Il annonce ça. Et là, on voit tout leur monde qui s'écroule. Genre, en gros, on a fait tout ça. Parce que voilà, pour un parent normal, même encore aujourd'hui, quand tu annonces que tu vas être saltimbanque, ils savent très bien que tu as une chance sur 1000 de réussir. Donc, ça va être compliqué pour toi. Et eux, qui ont tout fait justement pour que, ils fassent des brillantes études, etc. Et là, ils se rendent compte de la peine incroyable qu'il leur a fait juste avec cette phrase. Et ils tombent sur un journal qui parle d'un mec qui a fait les arts et métiers et dit voilà, je vais vous faire ça, ingénieur, ça va leur faire plaisir en fait. Voilà, donc ouais, il prend le premier truc et il tombe sur la main. C'est ouf. Et il va faire ses études, il va s'appuyer là-dessus, il va faire ses études d'ingénieur. En plus, ingénieur à l'époque, fallait y aller, hein, c'était quand même c'était sacrément costaud pour faire ça, c'était pas n'importe quel gamin qui pouvait faire ça. Et lui, il va faire ça pour rendre l'amour que ses parents lui ont donné, quoi. C'est encore une fois, on voit la beauté de ce film. Et juste, je reprends le fil de ce que je voulais dire. C'est quand la tante, elle meurt, quand elle meurt, il n'a pas pu la revoir, il ne le sait pas. C'est un déchirement, puisqu'il revient de l'internat, il n'est pas revenu depuis un certain nombre de jours, de mois, de semaines, on ne sait pas. Et voilà, il découvre qu'elle est morte. Donc ça, c'est vraiment dur. Il y a plein de petits détails qui vont appuyer cette mort. Et moi, un détail qui m'a vraiment marqué, c'est quand il nous dit la nourriture n'aura plus jamais le même goût. Il dit à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais entendu le nom des herbes de ma grande-tante, l'herbe du diable, l'herbe de la justice, je sais plus, il en cite plusieurs. Et c'est là où ces petits moments, ces petits détails, c'est là où tu vois Lino, c'est comme aujourd'hui avec tu vois les herbes du Mali, avec les bonnes odeurs du Mafé. Non mais tu m'as cassé dans mon moment. On y vient, t'inquiète pas. Et voilà, juste tout ça pour dire que ce moment, voilà, la disparition de ces herbes, c'est là où on voit que la disparition d'un être, c'est pas juste du sentiment, c'est aussi plein de physique, plein de petits détails. C'est au point même que ta nourriture ne sera plus jamais la même. Et ces petits détails, je sais pas, ça m'a bouleversé. Ça m'a aussi rappelé plein de souvenirs, évidemment, de notre grand-mère qui disparaît et de tous ces plats que jamais personne ne pourra reproduire exactement de la même manière. Ça permet, parce que ça c'est une des plus belles scènes, mais ça permet aussi de dire
ce qu'on voit quasiment plus aujourd'hui, c'est ce qu'on parlait de dignité, d'amour, etc. Mais c'est aussi le sacrifice, quoi. Parce que ce qu'il faut rappeler, je pense qu'on l'a déjà dit, mais donc il y a effectivement sa mère et son père. Mais ces deux tantes, donc la plus vieille, elle s'était déjà sacrifiée pour ses sœurs, elle le rappelle bien, donc elle n'a pas. Ça rappelle la chanson Tu vois Céline, les années ont passé, etc. de ses sœurs qui parfois, obligées par la dureté de l'existence, de mettre leur vie de femme, j'allais dire entre parenthèses, mais non, de sacrifier leur vie de femme pour leur sœur ou frères et sœurs, où là, c'est effectivement, elle avait déjà fait ça pour ses sœurs, mais elle le fait aussi pour Azad. C'est-à-dire que sa tante, sa vie n'est que sacrifice, au fond, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi, dans le film, c'est justement de voir comment dirais-je, l'importance, en fait, quoi, du sacrifice qui te touche, en fait, quoi. Et qu'il dit bien, finalement, elle est morte comme elle a vécu, dans la discrétion, à cacher, à chaque fois qu'elle souffrait, elle le cachait. Et c'est vrai qu'une fois de plus, ça, c'est des vertus qui sont, voilà, qui ont tendance un peu à disparaître dans le règne de moi je, pour mon petit nombril. Alors que. Au pays des égoïstes, ça fait bizarre de voir ce genre de scène. Ouais, sûr. Mais alors que si le sacrifice nous provoque autant de bons sentiments en termes même de spectateurs, c'est qu'il y a du bon là-dedans, quoi. Et voilà. Toute cette notion de sacrifice de la grande tante est appuyée, encore plus renforcée par la deuxième tante qui, elle, est plus jeune et qui, elle est encore jeune, donc elle a encore le choix de choisir sa vie. Et elle va quand même, elle aussi, se sacrifier pour cette famille, pour ce petit. Et on comprend un petit peu pourquoi. On comprend aussi que c'est parce qu'elle a perdu son amour pendant le génocide. Ils essayent de lui faire rencontrer un homme qui est Patrick Timsit, donc forcément c'est pas très encourageant. Salut, c'est Timsit. Non, voilà, c'était l'acteur parfait pour jouer ce personnage-là. Et cette tante, voilà, qui elle aussi, qui est jeune, qui elle aussi va sacrifier sa vie, alors que sa grande tante, alors que la mère du petit lui disent non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et elle le fait quand même en toute connaissance de cause. C'est fou, c'est extrêmement fort. Vous voulez rajouter quelque chose au niveau pour clôturer l'axe 1 qui était sur la beauté intrinsèque du film? Je pense que si on continue à parler, on va raconter le film. On va raconter le film et tous ces petits détails charmants, donc passons à la suite. Ouais, tu as raison. Il y a plein d'autres détails charmants, chers auditeurs. On ne vous a pas tout dit. Et on va en terminer avec les détails charmants par notre deuxième question habituelle. Quelle est votre scène préférée? Donc, on commence par Romain. Alors moi, il y en a 3 et finalement, il y en a peut-être plus que ça, mais il y en a vraiment 3 et en plus elles structurent le film parce que il y en a une qui est à peu près au début, une à peu près au milieu et puis une, c'est celle de la fin. Alors celle de la fin, je vais commencer par celle du début parce que c'est celle qui finalement m'a marqué quand j'étais jeune et j'ai incompréhension tellement vu la violence incroyable. C'est leur ami là qui effectivement lui a été déporté et il faisait les Turcs disaient qu'ils faisaient des déplacements de population, donc au lieu de les massacrer sur place pour donner des gages à la communauté internationale, ils disaient on les déplace. Alors effectivement il les déplaçait, c'est juste qu'au départ il y avait 5000 personnes, nous partîmes 5000 et après il n'y avait plus personne en fait, et lui à la fin il était 1. Voilà, il était 1 et par miracle parce qu'il a fait le mort. Et donc, pendant ces transhumances absurdes dans le désert, sans eau et sans nourriture, lui, naïvement, pensait que ces massacres étaient perpétués finalement par des officiers un peu fous, mais que
tellement le massacre était évident et énorme, ne pouvait pas être voulu et cautionné par un État, qu'il fût turc ou pas. Donc il avait un peu cette naïveté. Donc quand il voit passer un plus haut gradé, un responsable, il lui dit un peu sa misère, regardez-nous à marcher dans le désert, sous le cagnard, sans chaussures, etc. Et le mec lui dit, euh, ah mais tu veux des chaussures? Ah mais on va t'en faire des chaussures et même des indestructibles. Alors toi tu te dis là mais qu'est-ce qu'il va lui proposer? Et l'autre lui dit mais que pour moi ou pour les autres aussi s'ils veulent. Ah mais si les autres en veulent, vous inquiétez pas, il en aura. Alors le mec il comprend pas trop, il se fait escorter. Et jusqu'au bout, il y croit pas tellement c'est terrible parce qu'on l'emmène chez le maréchal Ferrand en fait. Et jusqu'au moment où le maréchal Ferrand lui pose le fer à cheval sur le pied et lui dépose comme sur un cheval, donc le clou, il y croit pas, quoi, tellement c'est gros. Donc effectivement, quand C'est j'étais horrible. gosse, si j'ai vu ça, je crois que ça m'a, ouais, ça m'a vraiment, ça m'a Ouais, ouais, vraiment ouais. bouleversé, quoi. Et donc voilà, il y a cette scène incroyable. D'ailleurs, quand très, très longtemps après, je recherchais ce film-là, c'était cette scène que je recherchais, quoi. Je disais, mais parce qu'avant, quand il n'y avait pas Internet et tout, donc je demandais aux gens, mais rappelle-toi ce film où il y a ça. Donc ça m'avait vraiment, ça m'a vraiment quoi, bouleversé. Et la Ah, seconde, ça ben, marque quand tu es enfant, ça, ce genre de ah scène. bah ouais, ouais, non. Puis même là, je l'ai revu tout à l'heure. Bon, c'est juste, c'est incroyable. Ça retourne un homme, ça. Je me dis, effectivement, je pense on acquiert une maturité d'homme et intellectuel quand on postule le mal, le M-A-L, quoi. C'est-à-dire, effectivement, le mal existe. Moi, j'ai, j'ai compris le monde qui m'entourait et je suis devenu de droite, en fait, c'est-à-dire un mec normal, quand j'ai su que le mal n'était pas une simple conséquence de je ne sais quelle condition sociale, de je ne sais quel attouchement que tu as pu avoir quand tu étais gosse. Non, il y a effectivement des gens qui sont bien intentionnés et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça permet effectivement de le montrer. Donc autant ça, je le postule et je peux presque le comprendre. Autant il y a quelque chose effectivement qui m'est complètement étranger, mais que j'ai oublié de postuler, c'est la cruauté et même comment dirais-je, une forme de création même dans la cruauté. C'est-à-dire que là, le gars est cruel. Au moment où il lui lit Torah et des chaussures indestructibles, là, il met même l'humour, d'une certaine façon, au service de sa cruauté. Et pendant, voilà, il y a une sorte de suspense pendant voilà, une minute, mais pour le film, alors que ça semble interminable, où au fond, on va ferrer un mec. Enfin, je veux dire, faut vraiment, voilà. Moi, ça me semble inimaginable, quoi. J'ai déjà postulé le fait que peut-être tu dois être amené à tuer des gens. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vient chez toi pour défendre ta famille, j'ai pas spécialement envie de tuer quelqu'un, mais j'ai postulé ça. Sincèrement, je me verrais jamais faire un truc pareil. Donc c'est quelque part, ouais, c'est quelque part des sentiments extraterrestres. Donc c'est une scène dingue. La deuxième, c'est effectivement la scène de la mort donc de sa tante, parce qu'en fait, pareil, là, il les tire, parce qu'en fait, c'était des gens qui sont quand même très acquis. Qui ont leurs habitudes. Et là, le fait que ça soit pas son père qui vienne le chercher, on sait tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, quoi, si tu veux. Tu vois, on se dit, est-ce que c'est le père qui est mort? On sait pas trop. Mais déjà, vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, et qu'en plus, donc ce fameux gars là, dont j'ai oublié le nom, qui était rescapé et que le pauvre a du mal à marcher maintenant. Alors, il a oublié d'aller à l'usine quand même, et du mal à marcher, bah, parce que voilà, il a eu ce qu'on a dit, quoi. Donc il s'est fait ferrer, clouter un fer sur ses pieds. Bah, depuis là, on sent qu'il y a quelque chose qui commence, et là, il rentre, et là, il voit effectivement la tête déconfite voilà, de sa famille. Et puis après, bon, il y a la scène qui se déroule. Et puis la dernière scène où effectivement, Azad a grandi. C'était un jeune homme et il a réussi quoi, son concours. Mais la scène d'avant avec son père qui attend aussi, elle est juste incroyable aussi. On peut pas parler de tout le film, mais cette scène, il a préféré se dépuceler avec une vieille que appeler son père. Et son père
a dormi sur le quai de la gare. Enfin bon, c'est juste incroyable. Et donc cette scène de fin, avant même où il danse donc avec sa mère, juste avant, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, donc pour le féliciter finalement d'avoir réussi, il lui offre une chevalière en fait, AZ, donc Azad Zakarian, une grosse chevalière en or. Et au moment où il l'ouvre, ben, c'est ça, on s'aperçoit, et lui quoi s'aperçoit, donc il y a déjà un plan sur sa mère et sur sa main où elle n'a plus ses bagues. Et après il y a son père, pareil, qui le regarde avec un amour et une fierté incroyable et se rend compte qu'il a plus sa bague non plus. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des gens qui te font un cadeau, mais qui vont pas te dire ah bah tu sais mon petit, on a dû vendre nos bagues etc. Tu vois pour ton cadeau. Non, c'est des gens qui font un cadeau et qui vont pas t'expliquer ce que ça leur a coûté, pas coûté, etc. Et après il sort et il danse avec sa mère et le film se finit comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas pu réussir à pleurer avant cette scène, généralement c'est à ce moment-là où il y a une petite larme qui coule. Tout à fait. Je me permets d'enchaîner puisque alors moi ma scène préférée c'est justement c'est la scène de fin. Et oui, cette scène de fin, ouais, elle est extrêmement émouvante. Ce film te noue la gorge et cette scène particulièrement. C'est voilà, de voir le sacrifice ultime des parents qui vont même jusqu'à fondre le lien qui les unit pour le donner en cadeau à leur enfant. Et l'enfant qui est tellement bouleversé par cet acte d'amour formidable qui s'additionne aux centaines de milliers d'autres qu'il a reçus au cours de sa vie. Là, c'est trop, il ne sait pas comment l'exprimer, puisqu'il y a une espèce de pudeur, il le dit à un moment donné dans le film, il y a une espèce de pudeur orientale, et face à un cadeau aussi grand, un amour aussi grand, comment le dire? Aucun mot ne suffit, aucun mot ne peut exprimer cela. Il ne sait pas comment faire. Et ben, c'est son corps qui parle à sa place. Il prend sa mère dans ses bras et il se met à danser une valse avec elle au milieu de la rue. C'est c'est vrai que là rien en y repensant. Les Ardeusiens vous parlent. Nous vous prions de nous excuser pour ce léger problème technique. En attendant, abonnez-vous, diffusez l'émission, partagez-la à fond et laissez des commentaires. Maintenant, la suite. À Marseille depuis un Beauté. certain temps, qui est déjà bien inséré et qui travaille dans une usine, et lui dit écoute, il me faut du travail, il me faut travailler. Alors son pote, il le voit parce que c'était, je pense, un de ses employés avant au pays, et il dit mais Monsieur Zakarian, ce n'est pas un travail pour vous, voyons, c'est pas possible, vous n'allez pas mettre les mains comme ça dans le cambouis, machin. Et là, il y a Agop, le patriarche, qui, de par toute sa sagesse, se retourne vers son ami, son ancien employé, et lui dit la grande maladie de l'exilé, c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu. Ça commence par les mots qui grignotent le cœur. C'est un luxe d'artiste, la nostalgie. On a besoin des mots qui font vivre. Alors demain, tu m'emmènes à l'usine. Ouais, c'était magnifique, c'est là aussi plein de sagesse en fait. Arrête ton blabla, arrête ton blabla. Je sais très bien dans quel où je me suis foutu. L'usine, c'est et déjà, si j'ai un boulot, je devrais m'estimer tu vois. Donc, voilà, l'usine, elle sera salvatrice. C'est pas en restant là à penser à mon Arménie perdue, à tous mes frères morts. Ça sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien parce que voilà, je suis pas un artiste doué qui va en faire des chansons ou des tableaux. Je suis un homme d'action. Je suis un manuel. Je suis quelqu'un qui a besoin d'y aller. Voilà, et c'est là où je trouve ça beau. La nostalgie est un luxe d'artiste. C'est exactement. Et ça me permet de dire qu'il y a tout un tas de citations, de phrases dans pas de citations, mais de phrases dans ce film qui comme ça, qui claquent effectivement. J'en ai noté plein, je vais pas vous les dire, mais à vous, spectateurs, d'y aller et vous allez voir, il y a plein de phrases qui vont comme ça, qui vont vous marquer,
qui, à mon avis, vous vous en rappellerez pour un certain nombre de temps, pour une certaine durée. On va passer à l'axe 2, messieurs. Et donc, voilà, on va passer dans une partie un petit peu plus politique, on va dire, mais c'est une partie qui est vraiment profondément liée au film. C'est l'axe 2, donc on l'a appelé la belle assimilation. Pourquoi la belle assimilation? Est-ce que ça peut être confondu avec le label assimilation? Attention, attention. En tout cas, le label, ils l'ont obtenu sans aucun problème, à mon avis. Et que voulais-je dire? Donc oui, la belle assimilation, puisque on a pensé que c'était intéressant de parler de tout cela, parce que, bon, on va pas se mentir, chers auditeurs, je pense que vous l'avez remarqué, le débat sur l'assimilation revient de manière très très forte dans le débat public, notamment à cause de la présidentielle et la fameuse histoire des prénoms avec Éric Zemmour, qui est les. On rentre dans le clivant là. Ah, c'est bon ça. Allez, on y va. Allez, on y va. Parce que alors moi, j'avoue que avec l'époque dégueulasse dans laquelle nous vivons, je me suis de plus en plus éloigné de la notion d'assimilation. Plus le temps a passé, plus je me suis mis à ne plus y croire. Je savais très bien que l'assimilation, c'était fait pour les individus, mais pas pour les peuples. Et le malheur de notre époque, c'est que on essaye d'assimiler des peuples, et c'est pas possible. Et ce film est salutaire parce qu'il a permis de me rappeler que ça reste quand même, malgré tout, une belle idée. C'est une belle idée plein de limites, mais qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle peut bien marcher pourvu qu'elle soit bien faite et appliquée par de bonnes personnes. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Juste sur le côté intellectuel un peu du débat, moi je pense que l'assimilation c'est pas une belle idée en fait, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que tant qu'il y avait que des individus, on parlait pas d'assimilation parce que ça se faisait naturellement. La France a toujours été, a longtemps été une grande nation, et donc comme toutes les grandes nations, elle rayonne et elle attire. Et elle attire normalement les meilleurs de tous les peuples et toutes les races, d'ailleurs. Et on ne parlait pas d'assimilation parce que ça se faisait naturellement. Ce que montre de certaine façon le film, c'est que finalement, quand tu es plein de bon sens, tu n'as pas besoin qu'on te fasse une leçon. On a commencé même à parler d'assimilation, c'était quand ils sont venus les Italiens, tu vois. Et en fait, l'assimilation, c'est déjà une comment dire, je disais tout à l'heure, un pis-aller, c'est-à-dire en gros, vous êtes là en nombre, vous avez pourtant on est de la même ethnie, entre guillemets, on est de la même religion, vous venez pour travailler en plus, et ben malgré ça, si on veut que ça se passe bien, c'est à la schlag, quoi. C'est-à-dire, vous embrassez le drapeau français, vous rasez les murs, et vous assimilez complètement. Bah, même ça, si tu veux, c'est pas je trouve pas ça une belle idée. C'est nécessaire sur le moment, mais tu vois, beaucoup d'Italiens, quand ils ont pu, ils sont revenus. Ils sont revenus. Parce que pour moi, à part quand c'est un choix personnel, réel, de se dire, voilà, mon pays, il m'insupporte, genre je suis au fin fond de l'Afrique, j'ai un QI de 120, on n'arrivera à rien, je rêve d'Europe, je rêve de machin, parce que je veux faire ma vie. Le mec, je pense, pour lui, ça, c'est un soulagement. Mais quand c'est sur d'autres nécessités, comme des nécessités économiques, par exemple, ce qui a été le cas des Italiens ou des Irlandais quand ils sont barrés aux États-Unis, et ce qui est le cas, donc pour des raisons aussi politiques, ce qui est le cas des Arméniens, parce que tu fuis finalement la mort, c'est toujours une souffrance, parce que en fait, tu ne veux pas quitter ton pays parce que tu l'aimes, et t'es obligé. Voilà. Soit c'est la mort, soit c'est la famine. Donc de toute façon, ça se passera mal, parce qu'il y a un drame, il y a une rupture. Après, c'est comment tu vas faire pour que ça se passe au mieux. Bah, au mieux, c'est de
de filer droit et de s'assimiler le plus possible. Donc même si le film dont on parle n'est pas du tout un film qui parle d'assimilation, parce qu'il n'y a pas de propos pour moi politique, mais vu qu'il parle et il compte l'histoire de ça, mais voilà, de sa famille à lui, et ben qu'est-ce qu'on voit? C'est un film effectivement qu'on pourrait quasiment documentaire au final, qu'on pourrait projeter à nos chers racailles qui se sentent, tu vois, on va dire persécutés par l'État Ouais, socialiste mais français. Romain, je pense que la racaille, elle est complètement dans un autre niveau de conscience face à toutes ces questions d'identité, hein. Quand je parle de racaille, c'est pas le militant France Insoumise, tu vois, qui Non, vient mais du moi, ghetto. Je pense que les racailles, c'est les mecs qui foutent la merde, qui deal, qui agressent, etc. Je pense que ces mecs-là, ils sont dans des considérations philosophiques et autres, où en fait, ils sont détachés de tout ça. C'est de l'ultra-violence, quoi. C'est oui, Orange Mécanique, les mecs, hein. oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que on voit bien que le film montre bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas besoin, de lire des essais ou je sais pas quoi. Tous les gens de bon sens, enfin si tout moi demain, j'étais amené, à partir de France, je serais déjà honteux, en fait, quoi, tu vois? J'aurais la honte. Ouais, ouais. La honte parce que si je pars de mon pays, c'est j'estime que tout est perdu, que, je me bats pas pour. Donc déjà, j'arrive dans un pays, ils ont pas besoin de me faire baisser la tête, je baisse la tête, C'est en vrai, fait. c'est vrai. Bah, c'est ce que ma famille a ressenti quand on est arrivé ici. Oui, parce que Voilà, on c'est une était humiliation. oui, C'est une humiliation exactement. d'aller chez ton voisin et lui expliquer qu'en plus, tu arrives avec pas grand-chose et que ton pays, quoi, c'est la merde. Donc, c'est tu supplies, c'est tu baisses la tête et tu fais: «S'il vous plaît, Exactement. accordez-moi l'asile et je vous ah, j'ai le droit à un toit. Ah, il y a des araignées et des rats, pas grave. Je suis content parce que sinon, ce qui m'attend, c'est les Turcs qui vont me mettre tu vois, un fer à cheval, Ouais, sur voilà, ils vont me ferrer le voilà. pied, quoi, ouais, ouais. C'est moi je trouve que c'est juste quoi du bon sens qui a été, oublié par certains et cetera. Mais voilà, au-delà de ça, quoi, ça montre bien, aussi quoi la logique, tout de suite, c'est-à-dire que ces gens-là se sont saignés aux 80. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que te montre quoi ce film? C'est que finalement pour, une assimilation bien réussie, il a fallu, 4 personnes pour une personne. Parce que pour que Azad puisse aller dans un bon lycée, pour que tout de suite il soit très, très français le plus vite possible, avec le plus de capacité possible de, on va dire, de s'insérer socialement, il a fallu 4 personnes qui bossent à plein temps juste pour sa face. Et je pense Oui, que ce qui n'a pas été tellement traité, là, c'est plus le côté psychologique, moins politique, mais je me demande si c'est pas le deuxième qui traite un peu ça, c'est que tu imagines pas la responsabilité qu'il y a sur les épaules du gamin, quoi, tu vois? On l'a vu un petit peu quand, il a dit qu'il allait faire du cinéma, il a compris un peu heu, le mal qu'il pouvait faire à ses parents. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 4 adultes ne vivent que pour lui et en gros, bah, tu sais, quand tu es un enfant, tu te dis: «Putain, mais j'ai pas envie de décevoir. Est-ce que je mérite autant d'amour, autant de considération?» Donc Oui, rien que c'est vrai, ouais. rien que pour ça, lui, je pense que ça a pas dû être facile à vivre. Mais pour revenir sur le thème plus global de ce qu'on pourrait appeler que l'assimilation, et ben, ça montre effectivement le déchirement incroyable, et que c'est de quitter son pays, que encore eux, ils sont dans un microcosme, ils ont la chance de vivre dans ce cocon familial, donc en fait, ils vivent un peu voilà, ils ont quelques interactions, mais que c'est des gens qui insistent sur quoi? Sur la propreté. Il faut absolument être propre, parce que ça, c'est du bon sens aussi. Tu arrives dans un pays, si tu crasse, tu pas bien vu, tu vois? Il faut absolument être propre, il faut toujours être bien habillé et là, il y a même pas la question de est-ce qu'il faut dire bonjour ou pas, en fait, à la dame? C'est en gros, tu rases les murs, tu dis bonjour, si même on t'insulte et tu ne dis rien, tu ne fais pas d'esclandre et finalement, si tu fais ça, en une génération, bah, tu es assimilé. Voilà, En c'est fait, à un moment donné, en parlant d'esclandre, ils se font humilier par des voisins. Lorsqu'ils arrivent un peu, genre le premier soir, ils s'installent. Et donc, ils se font humilier par une famille française, quoi, avec qui ils doivent partager la cuisine du palier. Et bah, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vont pas se plaindre. Ils vont pas rentrer en conflit avec ces gens-là. Ils vont pas aller voir l'assistante sociale. Ils vont tout voilà. simplement chercher une solution. Ils vont chercher un autre four. Ils sortent. Et puis, tu vois, c'est ça aussi
bah, la vie, c'est une aventure, permanente. C'est pas, d'aller chialer: «Ah bah, on m'interdit de cuire mon, Ouais, mais rôti, c'est je ça. vais pas aller chialer ou je vais pas aller taper le mec qui vit là depuis, 15 ans». Non, Si tu veux, je sors avec le rôti et puis je vais me taper une aventure, tu vois? Et puis à la fin, les mecs, ils rigolent, ils bouffent, ils se font un pote, et voilà, tu vois? c'est vrai que tu as le bon sens qui te dit quoi? Je viens d'arriver, si même si je suis dans mon bon droit, je vais expliquer à la proprio qu'il y a un connard qui squatte à la cuisine, comment ça va être perçu? C'est moi qui crée des problèmes. C'est-à-dire que je viens d'arriver, je fais une esclandre, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Eux, c'est ça qu'ils comprennent. Ils se disent, bien sûr que c'est dans notre droit d'y aller, c'est ce que le père dit et la tante, elle ose pas, lui, il y va, il voit, il se dit: «Attends, on vient à peine d'arriver, on va il faut se faire discret, même si c'est injuste» et résultat, ce qui est très juste aussi, c'est qu'ils disent: «Bah, attends, on va pas s'arrêter là» et au final, ils ont même mieux que le four pourri Ouais. qui leur a été proposé parce qu'ils ont un four de boulanger, parce que lui accepte, avec bonne grâce de leur laisser leur four. Donc voilà, à un moment donné, c'est faut se prendre par la main aussi, il faut y aller et c'est du bon sens et c'est intuitif en fait. Voilà, c'est Mais ça. Ouais, alors, c'est carrément intuitif, ouais. je Et attends, excuse-moi, parce que Romain, tu disais, si j'ai bien compris, que du moment, en fait, où se pose, la question même à l'ordre national de l'assimilation, c'est déjà foutu, quoi. Heu, c'est pas que c'est déjà foutu, c'est que c'est déjà on doit régler un problème, tu vois? C'est-à-dire que l'assimilation pour moi parle déjà d'un problème, un problème de déracinés, tu vois? Des Ouais, c'est gens qui vrai, ne ouais. sont pas chez eux. Donc ça veut dire que c'est un concept qui arrive pour régler un problème. Au mieux, à la schlag, mais au mieux. Alors ça marche pas, il y en a qui s'intègrent, il y en a qui rentrent chez eux, mais ce que je veux dire c'est que parce qu'on dit finalement, on compare un peu, on dit: «Oui, bah, l'assimilation comme si c'était, si tu veux, l'alpha et l'oméga». Mais moi, ce que je rappelle, c'est qu'historiquement, l'assimilation arrive justement pour régler ce problème-là d'une population nombreuse qui doit, cohabiter et donc on a trouvé ça. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ni un b.a.-ba ni rien, c'est effectivement si immigration il doit y avoir, alors qu'aujourd'hui, en fait, en France, on parle plus de réémigration, tu vois? Je sais bien que Marine Le Pen, a encore sorti que, si économiquement, c'était pertinent, elle était pas contre. Oui, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, c'est très pertinent de dire ça, en fait. Enfin bon. Donc, mais si effectivement, dans n'importe quel pays, principalement en France, si la question de que faire d'étrangers qui sont sur le sol, l'assimilation est une bonne réponse. Après, pour revenir sur, on parlait de Zemmour, etc. Soit Zemmour est très naïf et il pense qu'il va assimiler 15 millions d'arabo-musulmans et qu'il pense en appelant le dealer Mohamed, en l'appelant Corinne, ça va aller mieux. Euh, je pense qu'il est trop intelligent, si tu veux, pour savoir que c'est pas ça. Par contre, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, parler d'assimilation, c'est pas du tout d'avoir cette naïveté-là, parce qu'elle n'est juste pas possible, mais c'est de prendre quelque chose, on va dire, de légal et de bien vu, ce qui est l'assimilation, parce que finalement ça s'est fait en France, c'est pas fasciste l'assimilation, au contraire, Non, ça va, ouais. et républicain, hein, donc il n'y a pas plus antiraciste que l'assimilation, mais vu que Zemmour, je pense, sait à qui il s'adresse, c'est-à-dire des gens qui ne veulent absolument pas s'assimiler, bah, il va dire bah, on va leur pourrir un peu la vie. C'est-à-dire que à un moment donné, si tu veux absolument pas appeler ton fils d'un nom français, si tu veux absolument pas te vivre à la française, etc., et ben peut-être que tu partiras toi-même parce que vu que quand tu iras à la CAF, tu n'auras rien. Ton HLM c'est terminé, il faut le payer le prix normal. L'école, tu vas la payer. Tu peux plus aller tranquillement avec ta djellaba et que ta femme volée, bah, peut-être que tu as envie de partir, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'aussi ça remet aussi un peu de, même si c'est à mon avis que ça concerne que des individus qui n'ont même pas besoin de ça parce qu'ils quand eux ils s'assimilent assez naturellement, ça permet de faire un peu de tri quand même et de remettre un peu d'ordre. Voilà. Je et pense, puis, si c'est pour, à propos de l'assimilation, moi je parlais dans le cadre du débat intégration-assimilation. ouais. Voilà, c'est juste pour remettre dans le contexte et oui, je pense que pour en venir à Zemmour, je pense qu'effectivement c'est une méthode pour pourrir la vie de ceux, qui ne méritent pas et qui ne veulent pas, qui n'ont pas leur place en France et je pense aussi que c'est une technique, c'est comme une pince, c'est, pousser les gens
à partir, et ceux qui ne peuvent pas partir, leur laisser quand même une possibilité de s'élever positivement via l'assimilation. C'est comme quand un village, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, quand un village est encerclé, on laisse toujours une porte de porte de sortie sortie, ouais. pour que les gens, pour qu'ils ne soient pas désespérés et pas qu'ils soient ultra violents. Et l'assimilation, ça peut être une porte de sortie aussi dans le cadre d'une politique de remigration intelligente et bien pensée. Et quand je disais que l'assimilation, c'est une belle idée, c'est que je disais ça, c'est vraiment en pensant à Verneuil. C'est quand même une idée que, comme je disais, et je suis d'accord avec toi, Romain, elle a plein de limites. Déjà, c'est une idée qui ne devrait pas exister de base, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, parce que le problème, c'est le déracinement. Le déracinement, c'est quelque chose qui est horrible. Aucun être humain ne devrait vivre ça. Mais le monde est tel qu'il est, et des êtres déracinés, il y en a, et il y en a depuis un certain nombre d'années, malheureusement. Et l'assimilation, ça peut être, quand c'est réussi, ça peut être une belle idée, puisque ça permet de faire des Henri Verneuil. Quand je dis des Henri Verneuil, c'est des personnes où on ne peut pas savoir que de base, ils ne sont pas français. Henri Verneuil, moi, j'aurais jamais pensé qu'il était arménien de base. Ça permet de faire de super bons animateurs de podcasts, genre Bob, tu vois. Ouais, aussi, ouais, voilà. Mais tu vois, même sur un point de vue, parce que moi j'aime la diversité du monde, je me dis que quand même, alors eux ils n'avaient pas le choix effectivement, parce que c'est l'Arménie, ils se sont fait massacrer, donc ils avaient envie de partir. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est être un peu, comment dire, certaines fois un peu égoïste de dire, mais en fait on prend des talents un peu de partout pour en faire un pays absolument génial qu'est la France. Bon, ça a été souvent le cas. Mais en même temps, il faut aussi laisser leurs élites artistiques, économiques au pays. Ah, je suis d'accord, mais pour moi, c'est un autre problème. Enfin, parce que l'assimilation de Verneuil, il n'était rien. C'était pas du tout. Oui, son père, tu peux dire que c'était l'élite économique du pays, oui, éventuellement. Mais après, on peut dire aussi que c'est parce que la France avait cette richesse culturelle, a éveillé des choses en lui qui peut-être en Arménie aurait pas fait du tout le Henri Verneuil qu'on connaît, mais peut-être qu'il aurait bossé dans la boîte de son père et il aurait eu une bonne, il aurait eu une très belle vie aussi, une femme, des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a ce côté quand même, même si voilà, je comprends ce que tu veux dire, et effectivement, c'est assez dingue de voir que quelqu'un en fait a réussi à être si français que ça et comprendre quoi l'esprit français alors qu'il y vient pas immédiatement. Mais ce que je veux dire, c'est de certaine façon, quand tu vois un peu ce qu'est les États-Unis justement, ou des pays comme la Suisse, dans certaines mesures, où en fait tu vas parasiter de cette façon toutes les élites et en faire quelque chose, bah oui, parce que quand tu as quelqu'un qui est valable comme Henri Verneuil depuis le départ et qu'il est en France, il y a de grands France de l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui tout est un peu bloqué, etc. Bah, effectivement, que ça va faire forcément un grand destin, quoi, tu vois, parce que à partir du moment où tu as du talent et puis que tu travailles, en France, généralement, tu vois, si tu es sympathique avec les gens, si tu es intégré, comme ils disent, assimilé, bah, globalement, ça se passe bien, quoi, tes portes sont Ça ouvertes. roule, ouais, bah oui. On n'a pas fermé les portes à Aznavour, à Aznavourian, on n'a pas fermé les portes à Henri Verneuil, sous prétexte que c'était des Arméniens, tu vois. On s'est même pas posé la question. Alors peut-être que dans sa vie, il a eu quelques vexations, il le dit. Voilà, quoi, c'est pas facile. Comme certains gros ont des vexations aussi. Quand les gens sont laids, ont des grandes oreilles, en ont aussi. Bon, ça fait chier, mais ça, tu vois, et ça empêche pas de faire une énorme carrière comme lui, en fait, il a. Alors c'est vrai que je peux témoigner sur ce grand mensonge face à l'emploi, de dire que les gens qui sont étrangers sont mis à l'écart. Dans tous les boulots que j'ai faits, ma carte de séjour n'a jamais dérangé, hein. Donc j'ai jamais été mis de côté, stigmatisé ou je ne sais quoi, Ouais. tu vois. Bah Donc oui, non, je ça, pense que même aujourd'hui, ça c'est un grand fantasme, hein. C'est un grand fantasme. je pense que le petit hasard, même aujourd'hui, même dans la France complètement déglinguée, on est tellement un pays qui est fondamentalement gentil et bienveillant que même dans le pays d'aujourd'hui, je suis sûr, il pourrait tout à fait réussir à redevenir un Henri Verneuil, quoi.
Alors que les gens qui chialent en banlieue en permanence et qui crachent sur la France, c'est comment dire? C'est, tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas, en fait. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer, qu'ils sont trop bêtes pour profiter des chances que la France, encore aujourd'hui, est capable de leur donner, quoi. Et c'est et C'est c'est comme, c'est 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 encore comme plus j'avais, navrant. j'ai l'exemple d'un ami qui est africain. Et le mec, donc, il est venu ici à peu près comme moi, quoi, quand il était môme. Et le gars, en fait, il a eu tout sur un plateau d'argent, parce qu'en plus, voilà, il a une espèce de maladie récurrente. Et le mec, en fait, n'a jamais su profiter de tout ça. Il a fait quelques bonnes formations, mais le mec a toujours trouvé le moyen de se plaindre de racisme, quoi, tu vois. Toujours. C'est un truc de dingue. Et je lui expliquais que c'était faux, qu'il se faisait des films paranoïaques, quoi, en fait. C'était complètement ça. Et la France, les associations l'ont toujours poussé, accompagné, enfin. Et le mec, aujourd'hui, n'a rien fait de tout ça parce que persuadé qu'il est une victime parce que noir, en fait. C'est Hmm. complètement, c'est aberrant. Alors que le mec, en fait, part de son statut d'Africain. Certes, il a une sorte de maladie, mais bon, c'est pas non plus ça qui fait que. Il a plein d'avantages de par, alors que moi, à côté de ça, qui n'ai jamais chialé sur ma condition en fait de apatride, comment dire, clandestin de guerre, etc., réfugié de guerre. Tu vois, j'ai jamais profité de tout ça et bah, j'ai pas eu les mêmes avantages que ce mec-là, tu vois. Et tu vois, c'est là où c'est en fait c'est une question de personnalité aussi, je pense avant tout. Et comme tu vois, même dans les enclaves ethniques, t'as des gens qui ne chialent pas en fait. Et t'en as, hein, vraiment. Ils vivent Bah, encore, heureusement! ils vivent à la manière de ce qu'on voit dans le film, quoi. Ils se lèvent, ils bossent, et pour la plupart de ceux-là, c'est vrai qu'ils ont l'intention après, c'est des Africains d'Afrique noire en général, et ils repartent au pays quand même. Ils repartent au pays. Ouais. De ce que Et j'ai puis, même, côtoyé, hein. puis même, si tu veux, si on va jusque-là, mais justement, s'occuper, je veux dire, qui c'est enfin, qui sont victimes aussi, ils sont victimes aussi de ces gens-là, parce que je pense qu'ils doivent en avoir marre quand toi, t'es plombier ou tu bosses sur les chantiers, que ta femme est femme de ménage et que t'es africain, et ben toi, t'en as peut-être marre aussi au bout d'un moment de voir que on va te stigmatiser de plus en plus parce qu'en fait, on laisse faire la merde alors que toi, tu demandes qu'une chose, c'est de vivre tranquillement, en fait, si tu veux, tu vois. C'est ça, c'est En ça. fait, c'est une justice pour tout le monde, mais effectivement, il y a une dialectique. Effectivement, je pense qu'il y a une forme. C'est toujours pareil. L'être humain, c'est toujours quelque chose qui est en tension entre l'âme et la chair, entre ses amours, ses intérêts et ses devoirs. Et là, ben, entre sa responsabilité personnelle et l'État, c'est-à-dire qu'entre ta liberté, entre guillemets, et puis les contraintes de l'environnement. Donc effectivement, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est comme la responsabilité personnelle, et c'est ce que je disais. Si j'étais amené, moi, à aller dans n'importe quel pays, je me vois pas chialer, en fait. Et même si l'État me dit, ah, mais mettons demain, je dois aller en Algérie, par exemple, parce que la France, c'est fini, donc j'aurai la honte, j'y vais à genoux, et même s'il y a des Bah, bien connards sûr, ouais. gauchistes qui m'expliquent qu'il faut cracher sur le drapeau algérien, instinctivement, je me dis, c'est pas une bonne idée, en fait, si tu veux. Ouais, voilà, voilà. Mais Ouais. effectivement, il y a couplé à cette façon de voir, à ces certaines personnes qui ont une mentalité apparemment qui n'est pas du tout une mentalité commune ou ou de bon sens, il y a effectivement depuis 40 ans, et ben, dans les écoles, c'est pas Henri Verneuil qu'on met, avec tout ce que ça implique, c'est comment il C'est s'appelle Damso, Damso. c'est les indigènes, là, je sais pas quoi, enfin voilà, tu vois. Ouais, ouais. En gros, la France, c'est de la merde. Tu seras assimilé si tu lui pisses dessus, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, tu insultes la France, Ah tu bah seras carrément. assimilé. Donc voilà. Et effectivement que le bordel, il est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, je reste persuadé qu'après, il y a quand même une responsabilité individuelle et qu'à un moment donné, quand tu veux faire les choses, eh ben, tu les fais. Et je pense que surtout en France, parce qu'il y a des pays qui sont authentiquement racistes pour le coup. Donc quoi que tu fasses, tu seras mal vu. Mais en France, si tu fais pas de vagues, si tu travailles, si tu te t'habilles
comme les Français, et si tu essayes de faire tes enfants de futurs Français, on te casse pas les couilles. Je suis désolé, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair, oui. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais, c'est vrai. c'est ce que je disais, hein. Et donc voilà, ce film le montre. Si jamais on doit avoir, et c'est pas la plus grande partie, et d'ailleurs voilà, moi j'en aurais fini quoi, sur ce sujet-là, parce qu'on a fait une grande partie sur l'œuvre, parce que c'est une œuvre d'art de ce film, c'est ça. Après, effectivement, ça reste un témoignage, et c'est le témoignage d'Henri Verneuil, et je pense que pour ceux qui n'ont pas tellement les idées claires sur ce qu'il faudrait quand même exiger d'un immigré, quelle que soit la raison pour laquelle il se trouve ici, comment on peut faire pour éviter une forme de violence, de guerre civile, etc., bah, ça peut être effectivement assez pédagogique, même si le film n'a pas été fait pour ça, évidemment, quoi. oui, oui. Non, mais après, c'était juste de le replacer dans le contexte actuel, que c'est Bien un sûr, ouais, voilà. mais c'est nécessaire. Ouais, voilà. On parle que de ça en ce moment à la télé, Si, partout, tu plus si je, obligé de faire le si je peux lien. me permettre, si je peux me permettre aussi d'apporter de mon expérience actuelle sur justement l'assimilation, ça vient de me venir, tu vois, j'y pensais pas avant l'émission, mais je suis bénévole dans une asso qui aide justement, qui aide les gens qui sont défavorisés, qui sont dans la merde, qui sont à la rue, et dont certains qui sont primo-arrivants, quoi. Et en fait, je suis rentré dans cette assos de par un ami qui est directeur là-bas, et je me suis fait un peu violence au début. Tu vois, je suis arrivé là-bas avec toutes mes idées politiques, et puis, purée, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous, tu vois, genre merde. Et j'étais dans une sorte de contradiction avec mes idées, avec mon vécu, tu vois, avec ce que j'allais faire. Ça m'a fait un grand chamboulement. Et tout simplement, bah, j'ai aidé ces gens à passer des bons moments, etc. Et puis j'ai compris que dans cette association, la règle numéro 1 pour avoir n'importe quelle aide, c'était d'apprendre le français, de s'engager à apprendre le français. Et le directeur, il ne lâchait pas, tu vois. Tous ceux qui séchaient les cours de français, ils étaient exclus. Allez hop. Donc voilà, tu vois, il y a ça, c'est un super bel exemple par l'action. Ah, mais tu te rends compte, c'est ce que je disais, que déjà l'assimilation c'était une défaite et tout. Tu crois sincèrement que les parents d'Henri Verneuil, ils se sont posé la question en fait, quoi? Ah Savoir non, s'il ah fallait non, je sais apprendre le bien, ouais. français ou pas. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'était évident, je pense ils en ont souffert parce qu'effectivement c'est extrêmement dur, etc. Mais quand les gens, moi j'avais des amis de mes parents donc, qui étaient portugais. Alors pour lui, c'était plus facile parce qu'il bossait sur les chantiers, donc il était amené à parler, etc. Sa femme, elle, elle a pris 50 kilos parce qu'effectivement, déracinement, je comprends pas. Et au bout d'un Ouais. moment, elle s'est dit, bah, c'est pas possible. Elle s'est maté la télé jour et nuit et elle a pris le français comme ça. Mais je veux dire, c'est évident, non? Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, j'arriverais dans un pays, je me dis, mais putain, vite, 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 hein, parce Ouais, que vite, ouais, c'est ça. vite, vite, tu vois. Et j'aurais pas besoin d'aller voir une putain d'assos qui m'a dit, tu sais, si tu veux gratter encore 600 balles au contribuable français qui est déjà exsangue, il faut apprendre sa langue. Ah bah merci, hein, putain, je sais pas, mais j'ai Ouais, mais vraiment l'impression que putain, c'est vrai que ça peut souligner ton constat Ah d'échec, oui, quoi. Ouais, je ce trouve film a ça le mérite de incroyable. remettre les idées en place. Ouais, c'est un film, je te dis, tout ce que nous on aime, c'est-à-dire des sentiments simples mais profonds, le bon sens, voilà, et dans ce film, il n'y a que de ça, donc ça fait du bien à la tête de regarder ça, parce que quand Ouais, tu vois le carrément. monde débile dans lequel on est, où tu es obligé de tout remettre en question, parce que tu dis, attends, est-ce que c'est moi qui est fou, ou voilà, bon, bah, tu vois quand même des choses normales, en fait, avec des intuitions normales, de bon sens, et qui marchent. Parce que on le répète quand même, mais on l'a dit, parce qu'on l'a pas assez dit, parce que c'est évident, mais c'est aussi l'histoire d'une réussite, quoi. D'une Ah grande oui, réussite. en plus, oui. Hein, Dans tous les sens, ouais. ah, dans tous les sens. Ça, lui, évidemment, parce qu'il a été porté avec et sa famille qui était une sorte de porte-avions, en fait, tu vois, mais même pour sa famille, parce que, rappelons rapidement, il commence donc dans une chambre délabrée, insalubre à 5. À force de travail, ils ouvrent leur propre boutique avec les appartements au-dessus. Donc même pour eux, c'est une réussite.
Et Ouais, ils ont complètement. réussi comment? Ben, en bossant comme des dingues et pas en criant sans arrêt que les Français étaient des racistes parce qu'ils n'avaient pas le RSA ou je sais pas quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, il y a un chemin pour s'élever, c'est celui du travail, c'est pas celui de la pleurniche. C'est ça qu'on devrait Voilà. leur rappeler, quoi. Et d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire, oui, s'il y avait que les Africains ou les Arabo-musulmans, on pourrait dire, oui, les Français et tout, mais vous voyez que cette voie, elle est suivie par les Asiatiques. On n'entend pas un seul Chinois en France nous expliquer qu'on est raciste parce qu'il n'a pas le RSA. Non, le Chinois, il bosse, en fait, voilà. Oui, c'est clair, oui. Il bosse dur. J'ai jamais eu, moi, vu de gang de Chinois me taper. Et- Non, mais c'est vrai. Mais en fait, on a de la Jamais eu de chance, gang hein, franchement. chinois qui m'ont dit ouais wesh wesh t'as pas une Un clope. M, t'as pas un Ouais. M, t'as pas un J'ai M, jamais vu connard. ça. On les voit pas, ils bossent comme des dingues. Alors après, je dis pas que c'est bien pour des questions voilà de sécurité nationale, géopolitique et même voilà de confort. Est-ce que c'est bien d'avoir des millions de Chinois en France? Je suis pas. Et moi. Bah, en tout Et cas, ce qui c'est est plus sûr, c'est commode. que, et ce qui est sûr, c'est que je vois pas les Chinois pleurer et que bizarrement, eux, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des commerces, ils rachètent des entreprises, ils rachètent que des immeubles. Il y a un taux de délinquance qui est proche de zéro. Leurs enfants sont ceux qui réussissent le mieux en fait à l'école. Voilà. Et pourtant, ils sont dans le même pays que les Arabo-musulmans en fait. Tu vois, voilà, donc, Je tiens à souligner quand même qu'à Paris-Belleville, ils détiennent un grand trafic de prostitution. Délinquance quand oh, même. mais ils sont Ouais, partout. bah, c'est infinitésimal si tu compares à une certaine autre population quand même, hein. Ouais, ouais, Et ouais, 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 mais je Ils pense sont que pas même, que ça. je pense que tu vois, ils sont tellement malins qu'ils gagnent plus de fric dans le crime discret que tous les autres avec leur délire et leur folie, tu vois. et Parce pour qu'ils sont plus malins puis qu'ils sont plus discrets, mais ils sont Bah ouais, aussi dans le légal, tu vois. bien ouais, sûr, ouais, bien sûr, Donc bien voilà. sûr. et je sais plus ce que je voulais dire, merde. Bah non, mais on peut tranquillement se diriger vers la conclusion, les amis. Ah oui, parce que je crois qu'on a déjà pas mal Ah bah Ouais, 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 on va pas passé le sujet, hein. ouais, excuse-nous, parce qu'on prend toujours, le temps justement de dire ce qu'on a à dire et de dérouler nos Bah oui, émissions et on regarde pas le temps passer et là, il est bien passé effectivement. Bah, allez, passons à la dernière partie. La dernière partie, c'est la conclusion. Donc c'est le moment où chacun dit ce qu'il a pensé du film, incite ou non les, auditeurs à aller voir ce film. Donc bah, on va commencer avec Bob. Alors pour moi, c'est un film, comme j'ai dit, c'est des montagnes russes d'émotions, émotionnelles comme ça. C'est une épopée d'un peuple, d'une famille, de ce petit garçon. Et allez-y, c'est une très belle expérience cinématographique. C'est un chef-d'œuvre, hein. C'est franchement un film, une découverte fantastique. Merci beaucoup Romain de nous avoir conseillé ce film. Et allez-y, allez-y. C'est vraiment sympa. C'est carrément beau même. Alors je vais enchaîner pour, laisser à notre invité, le mot de la fin. Donc alors, effectivement, merci beaucoup Romain, de nous avoir proposé ce film. Je pense pas que je serais passé dessus autrement. Et vraiment un grand merci parce que c'est comme on le disait, c'est vraiment un très beau film, plein de sentiments très forts, très beau. Je me suis surpris, voilà, à la trentaine passée, être ému comme ça par un film. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est ça le cinéma, c'est la capacité de faire ressentir des émotions aux gens. Et chers spectateurs, allez-y, vous allez ressentir une véritable pluie de très belles émotions, portées par de très beaux acteurs. Euh, voilà, je vous conseille vraiment ce film. Et surtout si vous avez aimé les films Le château le château de ma mère, La gloire de mon père, foncez. C'est exactement ce même genre d'émotion extrêmement positive, extrêmement familiale, extrêmement ouais, positive à voir. Voilà. Je laisse la parole à Romain. Ah, moi, j'ai à peu près tout dit. Ce que je peux dire, c'est que je comptais effectivement donc le revoir avant l'émission, ce que j'ai fait, sauf que j'avais oublié qu'il faisait bien 2 heures, alors que j'avais que 1 heure et demie.
Et donc, j'ai dû quand même sauter sur des passages, et malgré ça, j'ai repleuré, en fait. Enfin, voilà, enfin, il y a des larmes qui ont coulé, et je suis pas un public facile, moi, en fait. Que ça soit même par rapport au beau, etc., je suis assez exigeant pour que ça me fasse quelques émotions, et notamment bah, sur les films, etc. Voilà, pour me faire rire, faut que ça soit vraiment drôle, quoi. Et pour me faire pleurer, faut vraiment y aller. Et celui-là, voilà, je crois que réellement, je pourrais le revoir 3 fois par semaine, et à chaque fois, je pense que je verserai une petite larme, parce que c'est quand c'est bien fait, ben, c'est plus fort que soi. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'espère seulement qu'on aura donné envie aux gens de le regarder, de aussi qui regardent, parce qu'il y a beaucoup, ben, malheureusement, aujourd'hui, ça semble évident pour certains, mais il y en a qui ne connaissent même pas Marcel Pagnol. Donc, lisez Marcel Pagnol, regardez ses films, parce que c'est du génie français, que ce soit dans la réalisation, dans les acteurs. Les acteurs sont absolument extraordinaires, les décors, la mise en scène, jusqu'à à la BO, parce que je crois que sur les Châteaux de ma mère et l'autre, c'est Vladimir Cosma, donc qui est une autre figure finalement, et de l'assimilation de certaine façon, et qu'on aura envie de faire découvrir aussi l'œuvre d'Henri Verneuil pour ceux qui ne la connaissent pas trop. J'ai cité ses principaux films entre guillemets, mais effectivement après il y en a d'autres. Et voilà, j'espère que l'émission aura plu à nos auditeurs. J'en doute pas. Je pense qu'on a quand même réussi à retranscrire l'émotion que nous a donné ce film. Et donc, si nos auditeurs ont un tant soit peu à cœur, je pense qu'ils seront un petit peu intéressés quand même. Enfin, j'espère. Espérons. Allez-y, foncez, c'est du bon, les gars. Et voilà. Bon, encore une fois, merci beaucoup, Romain. Merci d'être venu. Merci de nous avoir fait ce beau cadeau en nous proposant ce film. Et bah, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. On ne demande aucun don, cher auditeur, juste un petit partage. Éventuellement, si vous avez un peu d'argent, achetez les albums de Romain Guérin et les livres de Romain Guérin. Ça fera pas de mal. Ah oui, allez-y, les yeux fermés. Enfin, pour les albums, hein. Pour le livre, c'est autre chose. Il fera obligé d'ouvrir les yeux à un moment donné. Il vaut mieux, il vaut mieux. Et n'ouvrez pas sur le prix, ouvrez sur le texte. C'est ça, c'est ça. Comme disait Merci. Sylvain dans Les Tontons Flingueurs, le prix s'oublie, mais la qualité reste. C'est beau ça. Voilà, exactement. On va terminer là-dessus. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup Romain. Merci. Merci à vous. Salut les auditeurs.